il y a à peu près 20 ans, 25 ans. Moi, je suis judoka. Ouais, J'ai fait de la compétition au niveau, mais avec des voyants. ouais, Et il y a 25 ans, les compétitions de judo, garçons et filles, ouais, étaient séparées. tout à fait. Les garçons avaient les meilleurs palais des sports et les filles avaient des gymnases obscurs. D'accord. Et puis, à un moment donné, bah, on a contraint, parce qu'au départ, les autorités ne voulaient pas mélanger. Et à un moment donné, on était contraint de mélanger, parce que le judo des garçons baissait, avait moins de résultats positifs, et celui des filles avait plus. Donc on a mélangé pour sauver la face globale. Mhm. Et depuis, en fait, maintenant, c'est naturel que dans les championnats de France, championnats du monde, championnats d'Europe, c'est mélangé. C'est-à-dire que les compétitions des filles et des garçons se passent dans la même salle. C'est ça. C'est ça. Et depuis à peu près, en gros, une dizaine d'années, en France, les résultats positifs du judo sont essentiellement grâce aux filles. C'est ça. C'est ça. Alors on est un peu dans le même genre de logique, effectivement. Ouais. C'est-à-dire que là, ce n'est que en bataillant, en, en avançant, en Ouais, s'améliorant, ouais, en étant finalement, en sortant d'une invisibilité, hein, ouais, ouais, c'est ça, hein, ouais. que ça va finir par Exact. s'imposer. Exact. Ouais. Mais peut-être qu'il y a aussi moyen de se, comment dire, de se battre sur les deux flancs, c'est-à-dire il y a ça d'un côté, mais il y a aussi effectivement tout un travail de lobbying, bon, qui est un mot que j'aime pas, mais enfin bon, on peut aussi l'employer à bon escient, hein, un Mm, travail comme ça d'information, de discussion, mm, mm, voilà, mm, qui permet aussi de changer un peu parfois les mentalités. exact. Alors de ce point de vue-là, justement, cette charte, euh, que- pour vous, c'est, je veux dire, bon, c'est un élément de plus, c'est un gadget, c'est utile, ça. Pour moi, en fait, cette charte, elle est très utile. Ce n'est pas du tout un gadget parce que on est dans ce domaine-là, on est dans le vide total. C'est-à-dire cette charte crée un précédent. Ce précédent, c'est déjà le droit de pratiquer du sport pour les personnes en situation de handicap, déjà le droit. Et après, c'est aussi un élément qui va valoriser la citoyenneté des personnes handicapées. Quand on assiste à une épreuve sportive où il y a des personnes handicapées, à la fin, on ne les regarde plus de la même façon. On les regarde comme des gens euh, capables. Alors que philosophiquement, au départ, quand on les a jamais vus à l'œuvre, on a une idée négative qui est incapable. Et malheureusement, elle vient aussi des qualificatifs qu'on attribue invalide, handicap, etc. Donc cette influence négative fait que on voit la personne handicapée comme incapable. Mais quand on voit après un athlète en athlétisme ou un tennisman ou un basket en fauteuil, bah, la perception change. C'est ça. Donc cette charte, pour moi, elle est essentielle. C'est-à-dire qu'elle est dans le registre des axes, des actes fondamentaux. C'est-à-dire qu'à partir de cette charte, j'espère que bah, des municipalités, un ministre vont s'inspirer pour, pour faire un programme politique, un programme d'éducation sportive. Et sportive pour tous, c'est-à-dire pour le sport éducation, le sport plaisir, le sport santé et ensuite le sport compétition. Et donc c'est pour ça que pour moi ce n'est pas une gadget du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a un vide total. Tout à fait. Voilà. Moi, je pense que ça vaut le coup de médiatiser cette charte.
après en organisant peut-être des événements ou des choses comme ça, mais peut-être aussi la faire porter par des sportifs célèbres. C'est-à-dire que si, par exemple, on demande à un sportif très connu de parrainer cette charte, les médias vont s'intéresser. Et puis le deuxième niveau, je dirais, il faut absolument que cette charte soit adressée au grand maire des grandes villes de France, au ministre de Jeunesse et Sport, etc. Parce que quels sont les acteurs qui peuvent vraiment déclencher des choses pour changer, pour commencer un changement? C'est les gens qui ont un pouvoir, que ce soit les maires des grandes villes de France, ou les présidents des conseils régionaux, ou le ministère concerné, éducation nationale, sport, etc. Donc cela, en plus, cette charte leur donne de la matière. C'est ça. Elle est portée par plusieurs associations, elle a été réfléchie, étudiée, élaborée, donc il y a vraiment de la matière. C'est-à-dire que n'importe quelle municipalité qui veut mettre en place des actions, une action de projet sportif en direction des personnes handicapées, il y a la matière dans ce texte. La même chose pour le ministère. Donc voilà moi, ma réflexion. Est-ce qu'il y a des résistances par rapport à cette charte? Ah, c'est sûr qu'il y a des résistances. La charte prône la pratique du sport par toutes les catégories de la population en situation de handicap. C'est bien des enfants, des adultes, des jeunes, etc. Et donc, elle prône la participation sportive pour la masse. Elle ne met pas en avant l'élite et les médailles. C'est secondaire. Et elle a raison pour ça. Donc, parce que logiquement, s'il y a une politique sportive de masse, on a une élite de qualité qui est renouvelée. Mais quand on se fixe uniquement sur l'élite, l'élite, elle vieillit et puis elle se fait par se déliter, quoi. Donc, concrètement, vous avez toutes les fédérations qui sont liées aux compétitions et aux médailles qui vont être contre. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que ça les dérange. Non, c'est parce que ça prend de la place pour leur image. Et comme sur ce terrain-là, ils sont défaillants, ils ne veulent pas que ça ressorte. Parce que si vous mettez en exergue et puis en valeur cette charte, forcément, on est obligé de mettre le doigt sur le bilan négatif. Parce que s'il était positif, il y aurait convergence, il n'y aurait pas de problème. Donc pour ne pas faire le bilan négatif, on va s'opposer à ça. Donc par contre, toutes les associations et fédérations qui prônent la pratique citoyenne du sport, la pratique pour tous, seront favorables à cette charte. Et ils vont même la porter plus loin. Donc, moi je dirais, cette charte, il vaut mieux l'orienter vers ces associations, ces dernières, pour, à un moment donné, imposer aux fédérations élites de rejoindre ça. Et c'est qu'à ce moment-là, on peut vraiment ensemble faire du bon travail. C'est ça. Et comme la majorité des associations ou des fédérations qui prennent le sport sont plutôt pour la masse, on a des chances que ça réussisse. Parce qu'il faut savoir que les fédérations qui prônent l'élite et qui sont là pour les médailles, ça concerne 1% des sportifs. Et encore 1%, je suis généreux. Ouais. Le problème, il n'est pas du tout aux questions budget. Il y a même il y a des moyens financiers énormes qui ne sont pas utilisés. C'est ça. Par exemple, si vous prenez une ville comme Paris, qui met en place un programme de pratique sportive pour toutes les personnes handicapées, et en s'adressant aux associations qu'elle subventionne, voilà, vous créez des sections pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas s'intégrer dans les groupes ordinaires,
Et vous intégrez les personnes handicapées qui peuvent s'intégrer dans le... Mais en même temps, vous développez une action. Donc, si la mairie dit pour les associations, et moi, je vais vous rajouter une subvention complémentaire. Mais en même temps, la mairie se tourne vers, par exemple, la CNSA, où là, il y a des millions qui dorment. Elle se tourne vers le ministère Jeunesse et Sport, où il y a un fléchage sur le budget sport-handicap qui est peu utilisé. Donc, et pas également sur le budget au niveau régional. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec un élu régional qui m'apprenait que le budget sport-loisir pour le handicap n'est pas utilisé, parce qu'ils n'ont pas de demande. C'est ça. Donc, en fait, ce n'est pas un problème budgétaire du tout. C'est un problème simplement de volonté d'inclure l'ensemble de la population. C'est aussi le fait que, comme on n'a pas une politique qui inclut tout le monde dès le départ, par exemple, imaginez, vous allez dans une mairie, vous avez un adjoint au maire chargé du handicap. C'est une erreur. C'est-à-dire que si par contre, dans le cahier des charges, tous les adjoints au maire vont inclure la population handicapée dans leur programme, que ce soit l'adjoint à l'urbanisme, l'adjoint au sport, l'adjoint social, etc. Donc à ce moment-là, culturellement, les fonctionnaires, quand ils travaillent sur les programmes, ben, pour eux, ils vont inclure les personnes âgées, les personnes handicapées, les enfants, etc. Or, si vous avez un adjoint chargé du handicap ou un ministre chargé du handicap, les autres, ils se disent, bah, le handicap, c'est mon collègue qui s'en occupe, moi, je ne m'en occupe pas. Et donc, vous créez un ghetto, par défaut, quoi. C'est ça, en fait, le problème, il est là. En fait. Absolument. Et ce que vous dites là, ça se voit dans les moindres détails. Hein. Je veux dire, il suffit de prendre le métro et Exactement. On a compris. Exactement. C'est absolument invraisemblable dans un pays comme le nôtre. Moi, je vous parle même, ça, je l'ai vécu, ça. Moi, j'étais pendant 4 ans conseiller politique dans l'équipe de l'ANOE, auprès de l'adjointe chargée des personnes handicapées, Madame Comides. Et donc, je connais de l'intérieur l'élaboration des politiques, l'élaboration, etc. Et à l'époque, moi, j'avais proposé à Madame Comides de faire des programmes, mais de les proposer aux autres adjoints pour qu'ils les intègrent dans leur programme. Et j'ai dit, c'est la meilleure manière. Et on l'a fait. Et du coup, quand on faisait un programme sur l'emploi, nous, on faisait l'élaboration, mais après, on le proposait à l'adjoint au maire chargé de l'emploi. Et on a fait la même chose pour le sport. À l'époque, c'était Pascal Cherki. Et au départ, il y a eu des blocages, des refus. Hein. Mais petit à petit, on a réussi à les convaincre. C'est ça. Est-ce qu'il manque des choses dans la charte ? Bon, en fait, elle est quand même très détaillée. Hein. Elle est quand même très détaillée, il y a beaucoup de choses. Il vous semble qu'il y a des lacunes ou pas ? Elle est très détaillée, mais elle reste sectorisée. C'est-à-dire que moi, si je devais la développer davantage, je rajouterais une partie qui indique que la finalité, c'est que la pratique soit intégrée. C'est-à-dire que en gros, pour schématiser, on ne fait pas des clubs spécialisés pour les personnes handicapées. Oui. Donc, c'est dans n'importe quelle association sportive, on doit avoir la technicité, la façon de faire pour accueillir les gens du quartier qui sont en situation de handicap et les faire pratiquer avec les autres. Que ça soit en petits groupes spécifiques ou en groupe intégré. Donc ça, c'est le niveau vraiment du terrain. Mais en même temps, la charte, pour moi, il faut qu'elle aussi comporte les orientations politiques que des municipalités ou un gouvernement peut mettre en place. C'est-à-dire l'aspect. Et puis, au départ, je rajouterai aussi un aspect philosophique. C'est comment on imagine la société d'aujourd'hui.
quand on parle, par exemple, de la société inclusive, on parle de quoi? Qu'est-ce qu'on choisit comme mode de vie pour vivre ensemble, pour apprendre à vivre ensemble? Souvent, les gens se trompent en croyant que le concept de société inclusive vient à cause des personnes handicapées. Mais pas du tout. La base de ce concept, c'est comment inclure les pauvres. Les premiers sociologues qui ont créé ce concept, c'était pour intégrer les pauvres. Mais c'est un bon concept parce que ça rassemble l'ensemble de la société, l'ensemble des citoyens, avec leurs spécificités, etc. Et si on arrive à développer un texte qui a un objet philosophique dans le sens pratique du terme, on peut comme ça expliquer aux gens quel type de société on a choisi, pourquoi on prend le sport comme vecteur d'inclusion et de partage. Et à partir de là, ça permet aux gens de réfléchir, de comprendre et d'aller plus loin que la pratique uniquement, quoi. Voilà. Mais il est là, le bien commun, il est là. Exactement. Je veux dire, il peut y avoir des résistances, mais il y a l'idée d'un bien commun qui passe par le sport, c'est ce que vous venez de dire. Exact. Mais c'est un vecteur. Ouais, je veux dire, non, tout à fait. Cela dit, alors c'est intéressant d'un autre point de vue, parce que on parlait de résistance de ceux qui sont déjà sur ce créneau et qui ne voudraient pas, articuler ça autrement. Ils sentent la menace, en fait. Ils sentent la menace, mais de manière générale en même temps. Hein. De manière générale, il y a vraiment une résistance à la différence. À la différence, au changement. Oh, mais ne serait-ce qu'à la différence, c'est quand même de plus en plus difficile d'être un tout petit peu différent. Exact. Donc, votre comparaison tout à l'heure avec l'évolution de la pratique du sport chez les femmes, c'est complètement ça. Si on étudie l'évolution de la pratique sportive des femmes sur ne serait-ce que 30 ans, on voit que les résistances, c'était c'était lié à la différence. C'est ça. Moi, je vais juste vous rajouter une chose que j'ai vécue personnellement. Quand j'ai commencé le judo, j'avais 18 ans, je venais de perdre la vue. Et donc, quand je disais, je pratiquais le judo, mon objectif, c'est de devenir ceinture noire. Alors, les gens, ils me regardaient de travers, ils disaient, oh, tu crois ça? Ils ne croyaient pas du tout. 3 ans après, je suis ceinture noire. Et ensuite, je fais de la compétition avec les copains voyants, quoi. Et puis, ça dure. Je fais 12 ans de compétition à haut niveau. Donc, au début, c'était un miracle pour les gens. Petit à petit, moi, je me suis rendu compte que le judo, c'est un sport de sensation. Parce qu'on tient un revers, une manche, et tout se passe au niveau des mains. Parce que si vous regardez avant d'attaquer, la vue va ralentir votre mouvement, et c'est trop tard. Ça ne marche pas. Et plus on monte de niveau, plus la sensation est essentielle et la vue ne sert à rien. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à développer ce judo à très haut niveau. Et quand j'ai arrêté de faire de la compétition, j'ai eu le besoin d'enseigner. Donc j'ai passé le diplôme d'éducateur sportif en judo. Et puis, j'ai commencé à expliquer à mes élèves ce que c'est le judo de sensation. C'est le judo à la japonaise, où il y a une parfaite technicité, en fait. J'ai eu tellement de succès avec mes élèves qu'après, ça s'est su ailleurs. Et régulièrement, depuis, on m'invite dans des clubs pour montrer ce judo de sensation. C'est-à-dire que c'est une personne qui est au départ en situation de handicap, qui va apporter quelque chose de plus à des pratiquants dits valides. Vous voyez, c'est ça en fait. C'était pas prévu du tout. Mais c'est une lutte de longue date où il faut être détaché pour pouvoir la mener en fait.